Une mère de la garderie de mon fils est devenue obsédée par mon mari. Elle s'est mise à nous harceler, à emménager dans l'immeuble voisin et a même tenté d'entrer dans notre appartement. Mon mari, Marjal, 34 ans, et moi, 32 ans, sommes mariés depuis 6 ans et avons un fils de 3 ans, Everett. Nous vivons dans une ville où le prix des logements est exorbitant. Nous avons donc eu beaucoup de chance de trouver un appartement correct dans un bon quartier, avec une garderie réputée à proximité. Nous y avons inscrit Everett l'année dernière, et jusqu'à récemment, tout se passait bien. Marjal et moi accordons une grande importance à notre temps en famille. Nous avons tous deux des emplois exigeants, je travaille dans l'administration de la santé et lui est ingénieur civil dans une bonne entreprise. Malgré nos horaires chargés, nous faisons en sorte de déposer et de récupérer Everett ensemble aussi souvent que possible. C'est notre petite routine familiale, un moment privilégié avant de commencer nos journées respectives. La garderie est assez ordinaire. Les parents entrent et sortent rapidement, se contentant souvent d'un bref signe de tête ou d'un bonjour poli. C'est pour cela que le comportement de Diana s'est démarqué dès le départ. Diana a une fille, Lib, qui est dans la même classe qu'Everett. Je l'ai remarqué il y a environ 6 mois, quand elle a commencé à me lancer des regards étranges pendant les dépôts du matin. Au début, je pensais que j'avais peut-être quelque chose sur le visage ou que je l'avais involontairement offensée. J'ai essayé de lui sourire et de la saluer plusieurs fois, mais elle me répondait toujours froidement ou m'ignorait complètement. Après plusieurs tentatives, j'ai cessé d'essayer et me suis concentré sur Everett. Les choses ont pris une tournure étrange il y a environ 2 mois. Mon mari devait s'occuper seul du dépôt, car j'avais une réunion matinale. Ce soir-là, il est rentré avec une histoire bizarre. Diana, qui ne m'avait jamais adressé la parole malgré de multiples occasions, s'était soudainement lancée dans une conversation très enthousiaste avec lui. En une dizaine de minutes, elle lui avait raconté toute sa vie, d'où elle venait, où elle avait fait ses études, les détails de son divorce, son mari l'avait quittée pour une collègue, et combien elle était malheureuse dans son travail et dans sa situation de vie. Quand mon mari a mentionné qu'il était ingénieur civil, Diana a réagi comme s'il était une célébrité. Elle lui a posé une multitude de questions sur son entreprise et sur les projets sur lesquels il travaillait. Comme il est naturellement gentil et poli, il a précisé que j'avais fréquenté la même université qu'elle, pensant que cela pourrait détendre l'atmosphère si elle avait un problème avec moi. J'en ai ri, en plaisantant que Diana avait fait un speed dating express avec mon mari dans le couloir de la garderie. Nous n'y avons pas prêté plus d'attention, la considérant simplement comme socialement maladroite. La semaine suivante, mon mari est parti en déplacement pour une présentation de projet. J'ai donc géré seul les allers-retours à la garderie pendant 10 jours. Chaque jour, Diana apparaissait d'une manière ou d'une autre à côté de moi dans le couloir ou dans la salle d'attente. Elle ne me parlait jamais, ne me saluait même pas, mais se plaçait toujours assez près pour écouter mes conversations avec les enseignants ou les autres parents. Plusieurs fois, je l'ai surprise à pencher légèrement la tête quand je parlais à une autre mère de nos projets du week-end ou d'activités pour les enfants. Ce comportement était si étrange que j'en ai parlé à mon mari pendant nos appels du soir. Il trouvait aussi curieux qu'elle refuse de m'adresser la parole, surtout après avoir été si bavarde avec lui. Quand il est revenu de son voyage, nous avons repris notre routine familiale. 3 jours après son retour, Diana est entrée dans la salle de classe pendant qu'il ajustait le sac à dos d'Everett dans son casier et que j'aidais notre fils à accrocher son manteau. Elle est allée droit vers mon mari, lui a attrapé le bras et lui a demandé avec enthousiasme comment s'était passé son voyage et s'il était content d'être rentré. Surpris par sa familiarité, il m'a aussitôt présenté. Diana m'a lancé un regard étrange et a prétendu se souvenir de moi lors d'un événement d'ancien élève il y a quelques mois. C'était évidemment un mensonge, non seulement parce que nous nous étions déjà croisés à la garderie, mais aussi parce que je n'avais pas assisté à un tel événement depuis des années. À partir de ce jour, le comportement de Diana est devenu encore plus audacieux. Quand nous arrivions à la garderie ensemble, elle saluait mon mari avec enthousiasme tout en m'ignorant complètement, alors qu'il était évident que nous étions en couple, souvent main dans la main ou avec son bras autour de mes épaules. À plusieurs reprises, elle restait près de la porte à la sortie, attendant visiblement une occasion de lui parler seul à seul. Il a rapidement compris son manège et a commencé à l'éviter délibérément, soit en faisant semblant de ne pas la voir, soit en lui adressant un bref signe de tête avant de partir. Il m'a dit qu'il trouvait son comportement irrespectueux envers moi et envers notre mariage, et qu'il ne voulait plus avoir affaire à elle. Malgré son désintérêt évident, Diana a persisté. La situation a fini par gâcher notre plaisir de cette routine familiale. Je me suis mise à scruter le couloir à son arrivée, à me crisper quand je la voyais, et à presser Everett pour éviter toute rencontre gênante. Un après-midi, alors que je discutais avec une autre mère au sujet d'une fête d'anniversaire à venir, j'ai mentionné notre adresse pour organiser un covoiturage. Diana était assise à une table voisine, feignant d'aider sa fille à faire un bricolage, mais j'ai remarqué qu'elle inclinait subtilement la tête dans notre direction quand j'ai cité le nom de notre rue. Je n'y ai pas trop prêté attention sur le moment. 1 mois plus tard, je me promenais avec Everett vers le parc près de notre appartement lorsque j'ai aperçu Diana et sa fille sortant de l'immeuble voisin du nôtre. Je me suis figé, et Diana m'a vu. Elle a semblé surprise un instant, puis a rapidement fait demi-tour et s'est éloignée dans la direction opposée. Quand j'en ai parlé à mon mari,
il a appelé la gestion locative de notre immeuble, la même société que celle de l'immeuble d'à accent grave côté, avec le haut-parleur. Le gérant a confirmé que Diana avait emménagé dans le bâtiment adjacent 3 semaines plus tôt. La coïncidence semblait trop grosse pour être ignorée. La fréquence de nos rencontres a alors explosé. Je voyais désormais Diana presque tous les jours dans le quartier, à l'épicerie, au café, au parc. Chaque fois, elle m'ignorait complètement tout en s'arrangeant visiblement pour être à un endroit où mon mari la verrait s'il était avec nous. La situation a atteint son paroxysme le mois dernier, lorsque Diana a abordé mon mari devant notre immeuble un matin, alors qu'il installait Everett dans la voiture pour aller à la garderie. J'étais à l'étage, en train de chercher une boîte à lunch oubliée, et j'ai vu la scène par la fenêtre. Diana essayait de démarrer une conversation avec lui. Même de loin, je pouvais voir qu'il était mal à l'aise et tendu. Quand je suis descendu avec la boîte à lunch, Diana s'est rapidement éloignée, mais pas avant que je ne l'entende proposer une sortie au parc, juste lui et les enfants. Mon mari lui a répondu aussitôt que toute activité devait être organisée par mon intermédiaire. Diana n'a plus jamais donné suite. Cette nuit-là, nous avons eu une longue conversation. Nous étions tous deux d'accord pour dire que le comportement de Diana avait dépassé le stade de la simple gêne pour devenir réellement inquiétant. Le fait qu'elle ait emménagé aussi près de chez nous après avoir entendu notre adresse, combiné à ses tentatives persistantes d'interagir avec mon mari tout en m'excluant, a fait apparaître de sérieux signaux d'alarme. Nous avons décidé qu'il était temps d'aborder la situation directement. Le lendemain matin, lorsque nous avons croisé Diana, mon mari lui a calmement dit que je voulais lui parler. Comme elle semblait surprise, il a ajouté que sa façon systématique de m'ignorer tout en cherchant son attention était évidente et irrespectueuse. Je me suis alors adressé directement à Diana, lui expliquant que son comportement était inapproprié et lui demandant de garder ses distances avec notre famille. J'ai précisé qu'une garderie n'était pas un lieu de drague et que ses agissements nous mettaient mal à l'aise. Diana a semblé décontenancée. Elle a assuré qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'elle avait simplement, par hasard, marché avec mon mari sur le chemin de son bureau après une discussion informelle. Quand j'ai raconté cela à mon mari plus tard, il a précisé qu'ils avaient effectivement marché dans la même direction pendant un pâté de maison après avoir déposé les enfants, avant qu'il ne lui dise au revoir et continue seul vers son bureau. Il m'a assuré qu'il n'emmènerait jamais une étrangère sur son lieu de travail et qu'il avait simplement été poli pendant une courte marche partagée. Quelques jours après notre confrontation, Diana est venue nous voir à la sortie de la garderie en disant qu'elle voulait parler. Mon mari s'est éclipsé en prétextant devoir s'occuper d'Everett. J'ai parlé brièvement avec elle, elle m'a dit avec colère que nous ne serions pas amis. Venant de quelqu'un qui n'avait jamais fait le moindre effort pour être aimable avec moi, cette remarque était absurde. Je me suis contenté de la remercier de me l'avoir dit et je suis parti, la laissant planter là, bouche bée. La situation reste tendue. Diana habite toujours dans l'immeuble voisin et sa fille fréquente toujours la même garderie qu'Everett. Nous parlons désormais régulièrement de déménager, une idée que nous envisagions déjà auparavant, mais qui nous semble maintenant plus urgente. Nous avons également informé la directrice de la garderie de la situation, afin qu'il existe une trace écrite du comportement de Diana. Plusieurs amis nous ont dit que son attitude ressemblait à du harcèlement, ce qui nous a terrifiés. Nous avons commencé à prendre des précautions, changer régulièrement nos trajets, être plus discrets sur les informations personnelles, et tenir un journal détaillé de toutes nos interactions avec elle. La fête de fin d'année de la garderie a lieu la semaine prochaine et, vu l'événement de l'an dernier, où Diana portait une tenue bien trop provocante pour une fête d'enfants et passait la soirée à tenter de discuter avec les autres parents, nous redoutons une nouvelle rencontre embarrassante. Jamais je n'aurais imaginé vivre une telle situation dans la trentaine, encore moins dans le cadre de l'éducation de mon enfant. Quelqu'un a-t-il déjà traversé quelque chose de similaire? Tout conseil sur la manière de gérer la suite serait grandement apprécié. Je veux protéger ma famille et préserver notre tranquillité d'esprit sans aggraver le conflit. Mise à jour 1. La fête de la garderie s'est révélée encore plus inconfortable que prévu. Diana est arrivée dans une robe rouge moulante, plus adaptée à un cocktail qu'à une soirée pour enfants. Toute la soirée, elle s'est arrangée pour se placer là où allait mon mari, allant même jusqu'à le suivre à la table des rafraîchissements lorsqu'il s'est levé pour prendre un biscuit pour Everett. Il est resté près de moi tout le temps, soulignant clairement que nous formions un couple uni. Ce qui s'est passé ensuite était inattendu. Un autre père, Brian, est venu nous voir pendant la fête pour nous demander si Diana nous dérangeait. Brian nous a révélé que Diana avait eu le même comportement envers lui l'année précédente, lorsque sa femme était absente pour des raisons de santé. Selon lui, Diana le cherchait sans cesse, ignorait sa femme lorsqu'elle venait occasionnellement, et lui proposait même des sorties entre parents célibataires. Le comportement avait cessé lorsque la femme de Brian s'était rétablie et avait recommencé à assister aux événements scolaires. Nous avons alors compris que le comportement de Diana n'était pas nouveau. Mais contrairement à Brian, elle continuait à se focaliser sur mon mari malgré ma présence constante. Brian nous a ensuite présenté à 2 autres couples qui avaient vécu des expériences similaires. Une mère a même raconté que Diana était, par hasard, apparue sur le lieu de travail de son mari après l'avoir entendu le mentionner lors d'un événement de l'école. Fort de ces nouveaux témoignages, nous avons pris rendez-vous avec la directrice de la garderie la semaine suivante. Nous y sommes allés avec Brian,
qui avait déjà signalé le comportement de Diana à la directrice mais s'était vu répondre qu'il s'agissait d'un différend privé entre parents. Cette fois, avec plusieurs familles exprimant les mêmes inquiétudes, la directrice a accepté de surveiller la situation de plus près et de s'assurer que Diana ne serait plus jamais assignée à des activités bénévoles en même temps que mon mari ou les autres parents concernés. Pendant environ 3 semaines après cette réunion, Diana semblait s'être calmée. Elle ne traînait plus à la sortie et gardait ses distances pendant les événements. Nous pensions que la surveillance accrue du personnel avait eu un effet. Mais un soir, à la fin du mois de janvier, mon mari travaillait tard et a récupéré Everett seul. Ne les voyant pas rentrer à l'heure habituelle, je lui ai envoyé un message. Il m'a aussitôt rappelé, l'air stressé. Il m'a expliqué que Diana les avait suivis depuis la garderie, d'abord à pied derrière eux, puis en voiture, roulant à leur hauteur et baissant sa vitre pour leur proposer de les ramener chez eux car il allait peut-être pleuvoir. Il a refusé fermement et a pris un détour vers un endroit public et fréquenté, un café bondé, jusqu'à être sûr qu'elle soit partie. Nous avons décidé de déposer une plainte à la police. L'agent qui a pris notre déposition a expliqué que, bien que le comportement de Diana soit inquiétant, il ne remplissait pas encore les critères légaux de harcèlement dans notre État. Ce qui nous a semblé absurde, comme si la loi n'intervenait qu'une fois qu'on vous poursuit déguisé en clown armé d'un couteau. Les choses ont de nouveau dégénéré en février, lorsque Diana a réussi à obtenir l'adresse email professionnelle de mon mari et lui a envoyé plusieurs messages pour lui demander son avis, d'expert, sur des projets personnels. Les emails contenaient des photos prises à l'intérieur de son appartement, avec des maquettes étranges, et lui demandaient de venir chez elle pour lui donner son avis. Il a transféré les messages au service des ressources humaines de son entreprise et a répondu une seule fois, fermement, pour lui demander de ne plus le contacter à propos de quoi que ce soit n'ayant pas trait à la garderie. Pendant cette période, nous avons remarqué que Diana apparaissait souvent dans les endroits que nous fréquentions habituellement, notre supermarché, le café où mon mari travaillait souvent le week-end, et même le sentier où je courais plusieurs fois par semaine. Chaque fois, elle feignait la surprise, prétendant qu'elle venait tout juste de découvrir ces lieux. L'incident le plus troublant s'est produit au début du mois de mars. Nous assistions à un dîner de levée de fonds organisé par la garderie dans un restaurant local. L'événement était réservé aux adultes et nécessitait des billets achetés plusieurs semaines à l'avance. Vers le milieu de la soirée, Diana est arrivée, déclarant qu'elle avait décidé de soutenir l'école, alors même qu'elle n'avait ni répondu à l'invitation ni acheté de billets. Elle a passé toute la soirée à essayer de s'immiscer dans les conversations de mon mari, complimentant son costume et lui demandant des détails sur ses projets actuels. Ce qui nous a vraiment bouleversés est arrivé au moment du départ. Pendant que je récupérais nos manteaux, Diana s'est approchée de mon mari et a glissé un mot dans la poche de sa veste. Il ne s'en est pas rendu compte avant que nous soyons rentrés chez nous. Le mot contenait son numéro de téléphone et ce message, « La vie est courte. Saisis ce qui pourrait être, elle n'a pas besoin de savoir. » Mon mari me l'a montré immédiatement, et nous avons convenu que cette fois, une limite claire avait été franchie. Le lendemain, nous sommes retournés au commissariat avec le mot, les preuves des emails et les images de vidéosurveillance. Le même agent, constatant que le comportement de Diana s'était aggravé, a reconnu qu'il s'agissait désormais d'un cas de harcèlement obsessionnel et nous a aidés à demander une ordonnance de protection temporaire. Le tribunal a accordé cette ordonnance, exigeant que Diana reste à au moins 30 mètres de nous, de notre domicile et du lieu de travail de mon mari. L'ordonnance ne lui interdisait pas d'accompagner sa fille à la garderie, mais précisait qu'elle devait éviter tout contact avec nous lors des dépôts et récupérations. Lorsque l'ordonnance lui a été notifiée, elle serait devenue hystérique, prétendant que nous détruisions sa vie. Elle a affirmé à l'huissier que mon mari l'avait séduite et lui avait donné des signes d'intérêt, un mensonge total que mon mari a catégoriquement nié. Le lendemain, la directrice de la garderie nous a appelés. Diana l'avait contactée pour prétendre que c'était nous qui la harcelions et l'attaquions. La directrice, déjà au courant de la situation, nous a assuré que l'école soutenait nos démarches et veillerait à ce que l'ordonnance soit respectée sur le site. Nous sommes désormais dans une phase d'attente tendue. Diana respecte techniquement l'ordonnance, mais comme elle habite juste à côté, nous la voyons encore, et cette proximité n'est apparemment pas couverte par la décision du tribunal. Elle a commencé à déposer sa fille beaucoup plus tôt que nécessaire, probablement pour nous éviter. Cette situation pèse lourdement sur notre famille. Everett a remarqué la tension et nous a demandé plusieurs fois pourquoi la maman de Lib semblait fâchée contre nous. Nous avons essayé de lui expliquer, avec des mots adaptés à son âge, que parfois les adultes ne s'entendent pas, mais il est difficile de le protéger complètement. Nous cherchons activement une nouvelle maison et espérons déménager avant la prochaine rentrée. En attendant, nous continuons à documenter toute éventuelle violation et à rester en contact étroit avec le personnel de la garderie. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple dépôt d'enfants à l'école puisse se transformer en une telle source de stress et d'inquiétude. Nous essayons de maintenir une certaine normalité pour Everett, mais la vigilance constante est épuisante. Je ferai une nouvelle mise à jour s'il y a des développements importants. Mise à jour 2. Un peu plus d'un mois après l'obtention de l'ordonnance de protection, nous avons remarqué que Diana avait complètement disparu de notre quartier. Sa fille fréquentait toujours la garderie, mais c'est la mère de Diana qui s'occupait désormais des trajets. Nous avons commencé à espérer qu'elle avait enfin compris le message. Fin avril,
la directrice de la garderie nous a appelés pour nous informer que Diana avait retiré sa fille de l'école, invoquant un « environnement hostile ». Nous avons eu de la peine pour la petite fille, qui s'était bien intégrée et avait des amis, mais nous n'avons pas pu nous empêcher de ressentir un immense soulagement. 2 semaines après le départ de la fille de Diana, mon mari est rentré du travail visiblement bouleversé. Un collègue lui avait montré une publication sur les réseaux sociaux écrite par Diana, contenant des allusions à notre histoire. Bien qu'elle ne nous nomme pas, elle décrivait un « bel ingénieur civil marié » qui avait été amical avec elle jusqu'à ce que sa « femme jalouse s'en mêle ». Elle affirmait qu'ils avaient partagé des conversations profondes et une connexion émotionnelle que la femme aurait mal interprétée. Le post comportait des détails vagues sur notre quartier et sur la garderie d'Everett, suffisamment précis pour que toute personne nous connaissant puisse nous identifier. Plusieurs amis de Diana ont commenté en exprimant leur sympathie, insinuant que l'épouse était manifestement insécure et menacée par elle. Mon mari a immédiatement contacté notre avocat, qui nous a conseillé de faire des captures d'écran, mais de ne pas répondre. La publication, bien que déplacée, ne violait pas techniquement l'ordonnance puisqu'elle ne constituait pas un contact direct. Puis la situation a pris une nouvelle tournure, j'ai reçu une demande d'ajout sur les réseaux sociaux d'un nom que je ne reconnaissais pas. Par prudence, j'ai consulté le profil avant de refuser, et j'ai découvert qu'il s'agissait de l'ex-mari de Diana. Après en avoir discuté avec mon mari et notre avocat, j'ai accepté la demande, suivi presque aussitôt d'un message disant qu'il pouvait nous aider et souhaitait nous rencontrer en personne. Thomas s'est révélé être un homme calme et sincèrement inquiet. Il nous a expliqué que Diana avait manifesté le même type de comportement obsessionnel pendant leur mariage, se fixant souvent sur des collègues ou amis masculins. Selon lui, ces fixations duraient généralement quelques mois avant qu'elle ne passe à quelqu'un d'autre. La révélation la plus choquante a été que son habitude de déménager près de ses cibles n'était pas nouvelle. Après leur séparation, mais avant le divorce, Diana avait loué un appartement dans le même immeuble qu'un collègue pour lequel elle semblait avoir un intérêt. Quand cette tentative avait échoué, elle avait emménagé dans une maison située dans la même rue que son thérapeute, dont elle s'était ensuite mise à harceler. Thomas nous a dit qu'il avait pris contact parce que Diana l'avait récemment appelé pour tenter une réconciliation. Au cours de la conversation, elle avait mentionné avoir été forcée de quitter son appartement à cause du harcèlement de ses voisins. Il avait fait le lien en entendant certains détails et, après quelques vérifications auprès de la garderie de sa belle-fille, Lib n'est pas sa fille biologique, ce qui explique pourquoi il n'a pas la garde, il nous avait retrouvés. Diana a été diagnostiquée comme souffrant d'érotomanie, un trouble psychiatrique délirant poussant une personne à croire qu'une autre est amoureuse d'elle, malgré toutes les preuves du contraire. Elle avait été suivie par un thérapeute jusqu'à ce qu'elle commence à s'obséder pour lui et à le harceler. Munis de ces nouvelles informations, nous sommes retournés au tribunal pour demander que l'ordonnance de protection temporaire devienne permanente. Après examen des preuves, y compris la déclaration de Thomas et celle du thérapeute, le juge a accédé à notre requête et a élargi l'ordonnance en y ajoutant l'interdiction de faire référence à nous sur les réseaux sociaux. Alors que nous pensions la situation enfin réglée, notre agente immobilière nous a appelés avec une mauvaise nouvelle. En faisant visiter notre appartement à des acheteurs potentiels, nous avions enfin trouvé une nouvelle maison et mis notre logement en vente. Elle a découvert que quelqu'un était entré sans autorisation. Rien n'avait été volé, mais plusieurs objets avaient été déplacés, et un cadre photo montrant mon mari et Everett avait disparu du salon. Nous avons immédiatement soupçonné Diana et contacté la police. Les patrouilles dans notre secteur ont été renforcées, ce qui a apporté ses fruits 3 jours plus tard, lorsque la police a surpris Diana en train de tenter d'accéder à l'arrière de notre immeuble à 2 h du matin. Elle a été arrêtée pour violation d'ordonnance de protection et tentative d'effraction. Diana a passé 2 nuits en prison avant d'être libérée sous caution, avec un bracelet électronique et des conditions strictes, notamment une évaluation psychologique obligatoire et un suivi thérapeutique. Son avocat a plaidé qu'elle traversait une crise de santé mentale et qu'elle avait besoin d'aide plutôt que de punition. Depuis, nous avons déménagé dans notre nouvelle maison, dans un autre quartier, et inscrit Everett dans une nouvelle garderie pour la rentrée suivante. Nous avons pris d'importantes précautions concernant notre nouvelle adresse, elle n'apparaît pas dans les registres publics, et nous avons demandé à nos amis et à notre famille de ne pas la communiquer à qui que ce soit. Récemment, l'avocat de Diana a contacté le nôtre avec une proposition d'accord, en échange de notre renoncement à engager des poursuites civiles pour harcèlement et préjudice moral. Diana s'engagerait à poursuivre un traitement psychiatrique régulier, à déménager dans un autre état près de sa sœur et à ne maintenir aucun contact avec notre famille, sous quelque forme que ce soit. Après mûre réflexion, nous avons accepté le principe, à condition que des garanties légales assurent le respect de cet accord. Notre priorité a toujours été de protéger notre fils et de retrouver la paix. Nous sommes prudemment optimistes que ce chapitre touche enfin à sa fin, même si nous restons vigilants. Il est difficile de croire qu'une personne aussi instable puisse se rétablir complètement, mais nous voulons espérer. Mise à jour 3. L'accord avec Diana a été finalisé il y a environ 5 mois. Elle a déménagé près de sa sœur, intégré un programme intensif de traitement psychiatrique, et n'a maintenu aucun contact avec nous. Son avocat envoie des mises à jour mensuelles au nôtre, confirmant qu'elle respecte les conditions. Tant qu'elle s'y conforme, nous ne poursuivons pas. En revanche, au moindre manquement, nous pouvons agir immédiatement.
Selon les rapports, Diana a reçu plusieurs diagnostics en plus de l'érotomanie mentionnée par son ex-mari. Elle réagit bien aux traitements et aux médicaments, et sa sœur fait état d'amélioration notable dans son comportement et ses schémas de pensée. Notre nouvelle maison est devenue le havre de paix que nous espérions. Située dans une communauté fermée et sécurisée, elle se trouve à environ 30 minutes de notre ancien quartier. Everett s'est bien adapté à sa nouvelle garderie et s'est déjà fait plusieurs amis. Nous restons très prudents et ne partageons aucune information personnelle avec les autres parents, une habitude qui restera sans doute longtemps. L'entreprise de mon mari a été très compréhensive et lui a permis de travailler à distance pendant plusieurs semaines pour faciliter la transition. Ses collègues ont été solidaires, et l'incident lié aux publications de Diana sur les réseaux sociaux est désormais presque oublié. Nous avons eu une petite frayeur il y a 2 mois, lorsqu'une femme ressemblant à Diana a été aperçue près de la nouvelle garderie d'Everett. Après vérification des caméras de sécurité, il s'est avéré que ce n'était pas elle, mais une personne aux traits similaires. Malgré tout, chaque fois que je croise une coupe de cheveux semblable, un frisson me parcourt. L'officier qui suivait notre dossier nous rend visite de temps à autre et nous a conseillé de maintenir nos mesures de sécurité pendant au moins 1 an, même si Diana vit désormais dans un autre état. Nous avons installé des caméras autour de la propriété et restons prudents en ligne. Heureusement, Everett semble avoir surmonté ces changements sans traumatisme. Il parle encore parfois de ses anciens amis de garderie, mais ne mentionne plus Diana ni sa fille, ce qui nous rassure. Pour ceux qui traversent une situation semblable, voici mon conseil, faites confiance à votre instinct. Si le comportement de quelqu'un vous met mal à l'aise, c'est probablement pour une bonne raison. Documentez tout. Prévenez les autorités, même si elles ne peuvent pas agir immédiatement. Entourez-vous de personnes de confiance, amis, famille, professionnels. Nous avons eu la chance d'avoir des ressources que tout le monde n'a pas, la possibilité de déménager, un avocat compétent, un employeur bienveillant et une communauté solidaire. Nous en sommes conscients, et nous avons décidé d'aider d'autres familles confrontées à des situations similaires avec moins de moyens. Quant à Diana, j'ai travaillé sur moi pour laisser la rancune derrière. Les troubles mentaux sont complexes, ils n'excusent pas les comportements nocifs, mais ils permettent parfois de les comprendre. J'espère sincèrement qu'elle poursuivra son traitement et qu'elle pourra reconstruire sa vie d'une manière plus saine. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et conseillés tout au long de cette épreuve, vous avez été plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Mise à jour 4. Diana est redevenue obsédée par mon mari. Nous ne savons pas pourquoi, jusque-là, ses obsessions finissaient toujours par s'éteindre après quelques mois. Mais cette fois, après quelques mois de thérapie et de traitement, elle a cessé d'y adhérer. Lorsque sa sœur l'a découvert, elle a tenté de la raisonner, en vain, Diana s'est enfuie. Sa sœur a alors contacté l'avocat de Diana, qui a prévenu le nôtre de ce qui risquait d'arriver. Notre avocat nous a également informé que nous pouvions maintenant engager des poursuites. Nous avons attendu 1 semaine, le temps de laisser à sa sœur une chance de la retrouver et de la ramener en traitement. Mais au lieu de cela, nous avons appris que Diana était revenue dans notre ville et rôdait dans notre ancien quartier, essayant de glaner des informations, notamment sur la nouvelle garderie d'Everett. Personne ne lui a rien dit, soit parce qu'il ne savait pas, soit parce qu'ils avaient été prévenus. Un ancien voisin nous a avertis de sa présence, ce qui a suffi à déclencher une action légale. Elle serait même allée près du lieu de travail de mon mari, se tenant dehors à observer, c'est ce qu'on nous a rapporté. Heureusement, elle n'a rien tenté ce jour-là, et mon mari a pris soin de sortir sans se faire remarquer. L'entreprise a reçu pour consigne de ne pas la laisser entrer. La procédure a avancé très vite. Nous avons pu déposer plainte et entamer des poursuites pénales. Tout s'est déroulé en un temps record, car elle avait signé un accord stipulant précisément qu'en cas d'abandon du traitement, nous pourrions agir. Elle a rompu cet engagement, alors nous avons fait ce qu'il fallait. Les procédures, civiles et pénales, ont duré moins de 2 mois chacune et ont progressé presque en parallèle. Diana a été placée en garde à vue dès que notre avocat a informé les autorités et déposé la plainte. L'affaire civile a pris un peu plus de temps, mais nous avons obtenu réparation, le juge a ordonné que les indemnités soient prélevées sur les biens qu'elle possédait encore. Elle ne travaillait plus depuis qu'elle vivait chez sa sœur, mais elle possédait toujours une voiture et quelques économies datant de l'époque où elle vivait ici. Ensuite, un autre juge a ordonné son internement dans une institution spécialisée où elle recevra un traitement adapté à sa condition. Si elle refuse le traitement obligatoire, elle ne pourra pas non plus s'enfuir pour recommencer ses obsessions avec nous ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une prison de haute sécurité, mais elle n'est pas libre non plus. J'espère que c'est la dernière fois que j'écris ici. Au moins, elle sera internée pour plusieurs années, et sa libération dépendra de sa volonté de poursuivre le traitement et de ses progrès. Au minimum, nous savons que nous avons un répit durable. Peut-être qu'elle importunera de nouvelles personnes à l'intérieur, mais ce ne sera plus notre problème. Sauf si elle commence à harceler des gens imaginaires et finit par s'évader pour semer la panique, mais d'après les médecins, avec son profil, si elle accepte le traitement, elle peut retrouver une vie à peu près normale. Quant à sa fille, nous n'en savons rien. Peut-être qu'elle vit avec la sœur de Diana, ou peut-être avec son père biologique. Ce PAN de son histoire nous échappe. Je termine ici, et j'espère sincèrement ne jamais avoir à revenir raconter une suite.